Merci, Anne. Oui, en quelques instants, Anne et moi, nous avons eu une conversation très intéressante. On a ouvert beaucoup de sujets. On n'a pas eu le temps de les approfondir. Alors, le dernier sujet qu'on a abordé ensemble, c'était une comparaison entre la naissance des humains et la naissance des bulldogs. Voilà notre sujet de conversation. Mais c'est pour dire, c'est le point de départ en fait de ce dont nous allons parler, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le sujet, on peut toujours dire nous sommes dans une situation sans précédent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation sans précédent ? Eh bien, la première des choses à faire, c'est de considérer quelles questions il convient de formuler. Voilà. Et bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. À propos d'une question particulière, nous avons analysé une situation sans précédent, et puis à partir de là, nous posons des questions. Mais c'est ce qu'on fait pour n'importe quel sujet. Quand je parlais il y a 3 minutes avec Anne, pourquoi parlions-nous de la naissance des bulldogs ? Parce qu'on a commencé à faire beaucoup de césariennes chez les bulldogs au milieu du XXe siècle. On en est à 20 ou 25 générations de césariennes chez les bulldogs. Les bulldogs ne peuvent plus accoucher. Et puis même, les mâles n'ont plus de libido. La conception se fait par insémination artificielle. Qu'avons-nous à prendre des bulldogs ? C'est-à-dire que, quel que soit le sujet, et je connais Anne depuis quelques minutes, on a des esprits assez rapides, apparemment c'est un de nos points communs, on abordera très vite plusieurs sujets, mais à chaque fois c'est « mais c'est une situation sans précédent ». Comment formuler les questions ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre ? Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, maintenant. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de tout. Et on va prendre un sujet, on va prendre comme point de départ un sujet particulier qui concerne a priori la nature humaine. C'est les états émotionnels transcendants. L'accès à la transcendance. Des états émotionnels qui donne accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Bien, il semble que ces états émotionnels transcendants fassent partie de la nature humaine. On peut le dire parce que les anthropologues, partout, ont décelé, ont identifié des manifestations de ces états émotionnels, le sens qu'il y a quelque chose de supernaturel, de différent, etc. etc. Et puis, le fait que même lorsqu'on considère ce que l'on connaît des sociétés préhistoriques, des sociétés qui ont précédé la révolution néolithique, qui ont précédé l'agriculture, qui ont précédé l'élevage, et qui ont précédé l'écriture, mais qui nous ont quand même transmis des documents, il semble qu'il y avait déjà des états émotionnels transcendants, il y avait déjà un sens du supernaturel, des façons d'accéder à une autre réalité que la réalité espace-temps. Alors, par exemple, parmi les documents dont on dispose, il y a toutes les figurines de la déesse de l'amour qu'on a trouvées partout. Et depuis très longtemps, tous les Vénus, on les appelle les figurines de Vénus, on a trouvé qui ont 40 000 ans, d'autres qui ont 10 000 ans. Et ce qui est intéressant, donc c'est très ancien, ça traduit quelque chose. Même si on n'a pas l'écriture pour en savoir plus, ça nous dit quelque chose. Et quand on regarde les points communs entre les figurines de Vénus, que ce soit il y a 40 000 ans ou il y a 10 000 ans, c'est pas grand-chose, 30 000 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est peu de choses. Eh bien, quand on regarde les figurines de Vénus, ce qui est à souligner, c'est que il semble que le mystère de la vie soit associé au mystère de la reproduction. Qui caractérise les figurines de Vénus, c'est toujours les parties du corps liées à la reproduction, et en particulier les parties du corps féminin liées à la reproduction. Il y a toujours des volumineux seins, des gros abdomens, des grosses cuisses, etc., etc. Donc on a quelque chose à apprendre. Mais l'important, finalement, et voilà pourquoi j'ai choisi le sujet quand on m'a demandé de venir parler ici, l'important, c'est de réaliser
que le sujet que nous abordons, bien, il est inévitable si on s'intéresse à la nature humaine. Quiconque s'intéresse à la nature humaine est obligé de s'intéresser aux états émotionnels transcendants. Ils sont universels, mais ils ne s'expriment pas toujours de la même façon. Voilà pourquoi on les comprend mal, sans doute, pourquoi ça vaut la peine d'en parler. Alors, pour ces états émotionnels transcendants, ces accès à une autre réalité que la réalité espace-temps, là, comme pour n'importe quel autre sujet, on peut dire nous sommes dans une situation sans précédent. Pour n'importe quel autre sujet, on peut dire nous sommes à un tournant. C'est pratique aujourd'hui de parler dans des conférences. On peut toujours prendre le point de départ. On commence toujours en disant nous sommes dans une situation sans précédent. C'est le cas des états émotionnels transcendants. Pensez, même à l'échelle d'une vie humaine, pensez que quand j'étais enfant, dans les années 1930, dans un village de l'Oise, la façon habituelle d'exprimer les états émotionnels transcendants, c'était bien entendu la pratique religieuse. Et le dimanche, à 10h du matin, il y avait foule, l'église était pleine pour la messe dominicale, la messe du dimanche. C'était comme ça. Aujourd'hui, la même église est vide, dimanche matin. Par contre, il y a du monde dans une conférence sur la médecine de l'âme. Est-ce que ça veut dire qu'on n'exprime plus certains états émotionnels de la même façon? De toute évidence, nous sommes dans une situation sans précédent. Alors, comment faire pour analyser cette situation et pour surtout, ce qui est important, comme toujours, formuler des questions appropriées. Je ne parle pas de poser des questions, mais les formuler, c'est-à-dire la façon dont on les tourne, comment les formuler. Alors aujourd'hui, quand on commence comme cela, pour n'importe quel sujet, il faut toujours prendre pour point de départ l'époque où nos ancêtres ont commencé à dominer la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle la révolution néolithique. Alors, quand on parle de la domination de la nature, de la révolution néolithique, bien entendu, on commence toujours par penser à la domestication des plantes, à la domestication des animaux, c'est-à-dire l'agriculture d'élevage, et très général, on ne pense qu'à cela. On mentionne que la vie n'a cessé d'être nomade, sédentaire, etc. Mais on n'en dit pas plus. Et il y a une chose qu'on ne réalise pas, c'est que cette révolution néolithique, récente, 10 000 ans, c'est récent dans l'histoire d'Homo, c'est relativement récent, eh bien, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette domination de la nature a eu des aspects dont on ne parle pas, bien qu'on les connaisse, ils soient là, c'est évident, mais on n'en parle pas. Parce qu'il y a eu aussi, en même temps, une domestication de Homo. Je vous dirai pourquoi je parle de Homo et non pas des êtres humains, etc. Si on a le temps, je vous expliquerai pourquoi je ne parle pas de sapiens non plus, mais ça, on n'a pas le temps maintenant. Donc, il y a eu aussi à la révolution néolithique, en même temps que la domestication des plantes, des animaux, il y a eu une domestication de Homo, de l'être humain. Et en particulier, il y a 2 domaines où l'être humain a commencé à être domestiqué. Un domaine, je ne sais pas par lequel commencer, mais je vais commencer par tout ce qui touche à la reproduction. C'est l'époque, la révolution néolithique, la domination de la nature, où soudain, on a organisé, on a codifié, on a établi des règles pour tous les épisodes de la vie de reproduction. Alors, ça inclut bien sûr l'accouplement. On a organisé l'accouplement. C'était nouveau, certainement, d'organiser l'accouplement de multiples façons. Il y a eu des arrangements matrimoniaux, polygamiques, polygyniques, polyandriques, plus récemment monogamiques, etc. Les détails sont sans importance. L'important, c'est qu'on a organisé l'accouplement. On a créé des règles. C'est un aspect qu'on est obligé de mentionner dans la domination de la nature. C'est un aspect de la domination. Il ne s'agit pas de juger, de dire ce qui est bien, c'est mal. C'est comme ça. On a, de même façon, on a commencé à socialiser l'accouchement.
nous avons assez de documents pour, ça mériterait presque une journée, ça, c'est tous ces documents. Nous avons assez de documents pour dire qu'avant la révolution néolithique, avant l'agriculture, avant l'élevage, avant la domestication des êtres humains et des animaux, etc., ben, on a assez de documents pour dire, pour accoucher, les femmes s'isolaient. Elles se séparaient du groupe. Elles allaient ailleurs, puis elles revenaient avec leur bébé. C'était comme ça. On a assez de documents pour dire cela. Et à partir de la révolution néolithique, eh bien, on a socialisé l'accouchement. C'est un aspect de la domination de la nature. Alors, cette socialisation a pris plusieurs formes, et pas seulement la présence de quelqu'un, pas seulement la présence d'un autre être humain, etc. Mais il y a eu en plus dans cette socialisation de l'accouchement, il y a aussi la domestication de l'événement, il y a aussi la transmission de génération en génération de croyances, de rituels, de règles qui influençaient non seulement l'accouchement, mais même la phase qui suit l'accouchement, qui est l'allaitement. L'accouchement, physiologiquement parlant, peut être présenté comme la période de préparation à l'allaitement chez les mammifères. Les mammifères, les vétérinaires nous diraient qu'est-ce que c'est que les mammifères? Ce sont des êtres vivants qui allaitent, c'est ça. Bien, la phase d'allaitement qui caractérise les mammifères, elle est précédée d'une phase de préparation qui est l'accouchement, c'est une espèce de continuité. Eh bien, tout ça, ça a été réglé et organisé avec des croyances, des rituels. On pourrait en citer beaucoup, mais le point commun de toutes les croyances, de tous les rituels dans la période périnatale, liés à la socialisation, ils ont eu des effets, pas seulement sur l'accouchement, pas seulement ils ont modifié la façon d'accoucher, de plus en plus après au cours des siècles, parce que plus on socialise, plus on rend l'accouchement difficile, mais ils ont eu des effets sur ce qui suit l'allaitement. Par exemple, depuis la révolution néolithique, dans pratiquement toutes les sociétés que nous connaissons, il y a des croyances et des rituels qui ont pour effet de différer l'initiation de l'allaitement maternel. On dit par exemple que le colostrum, c'est pas bon pour le bébé. Il faut lui donner autre chose. On n'a pas le temps d'en dire plus. Mais là encore, l'important, c'est pas les points, les particularités dans tel ou tel groupe humain. C'est le point commun. Le point commun, c'est qu'on a toujours différé l'initiation de l'allaitement maternel. On a toujours privé le nouveau-né du colostrum précoce. Eh bien, tout ça, ce sont des aspects de la nature, de domination de la nature. L'un de ces aspects, c'est on a organisé, on a socialisé, on a régulé les différentes étapes de la vie de reproduction. Mais l'important, et ça n'a pas été remarqué, et c'est important d'en faire le lien, parce que le lien historique, maintenant, il peut être fait par des liens physiologiques. L'important, c'est qu'on a aussi organisé, régulé, modifié les états émotionnels transcendants, l'aspect à la transcendance. C'est à partir de cette époque-là que les milieux culturels, par le biais d'institutions, les institutions religieuses, ont en quelque sorte créé des règles, ont indiqué quels moyens étaient culturellement acceptables pour avoir accès à la transcendance. Et en général, c'était des moyens facilement contrôlables par le milieu culturel. Par exemple, la prière, le jeûne, le chant, la musique, certaines herbes psychodéliques, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, dans chaque milieu culturel, et ça c'est le rôle d'institution, du milieu culturel, on a indiqué les moyens acceptables d'accès à la transcendance. Et ceux qui n'étaient pas acceptables. Ceux qui n'étaient pas acceptables et qu'on souvent on a qualifié de situations honteuses. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas accepté parmi les états émotionnels qui accèdent à la transcendance, qui accèdent à autre chose que la réalité espace-temps? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a éliminé, on a culpabilisé, souvent d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par le vocabulaire, tous les états extatiques, orgasmiques, liés à la reproduction. Tout cela, ça n'a pas été considéré dans le cadre d'un état émotionnel transcendant. Et
on n'a pas le temps d'analyser cela, mais c'est presque évident, et je reviens un petit peu au point de départ de ce que Anne a dit, c'est l'importance du vocabulaire. Puisque avec Anne, on a parlé un petit peu d'anatomie, etc., etc., c'est très significatif que les vaisseaux et les nerfs qui vont aux organes génitaux, aux organes impliqués dans la reproduction, on les appelle honteux. Il y a le nerf honteux. Tout ce qui touche à l'orgasme, tout ce qui touche aux activités, c'est honteux. Le nerf honteux, les artères honteuses, etc., etc. Donc, quand on évoque l'histoire des états émotionnels transcendants en particulier, bien, c'est comme pour tout ton sujet, il faut aller à cette période critique dans l'évolution de l'humanité où nos ancêtres ont commencé à dominer la nature et réaliser qu'il y a deux aspects de domination de la nature qui sont apparus en même temps, mais qu'on a séparés. C'est les étapes de la physiologie humaine en relation avec la reproduction d'un côté et tous les moyens d'accès à la transcendance. On a désigné ceux qui étaient accessibles, les autres étant honteux. Donc voilà un petit peu la façon de poser le sujet, mais comme toujours. Actuellement, nous sommes toujours à une période où il faut d'abord analyser des situations nouvelles et à partir de là, ça va me permettre d'aller très vite parce que c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Poser des questions. Ben ça, c'est la couverture de mon dernier livre, publié en anglais, Future of Homo, l'avenir d'Homo. Il sera publié en français, je crois, au mois de mai sans doute. Mais qu'est-ce que je montre? Bon, là, c'est en petit. Pour ceux qui sont au dernier rang, c'est peut-être pas facile à voir. Qu'est-ce qu'on montre sur la couverture quand elle est en grand? On ne voit rien d'autre qu'un gros point d'interrogation en rouge. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ouais, je pourrais presque dire, j'ai fini de parler, on a créé les questions, on a posé les questions, on a dû analyser des situations. Maintenant, il faut formuler des questions. Donc voilà où l'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, où, de toute évidence, on est dans une situation sans précédent. Comme on l'a dit, les états émotionnels transcendants, de toute évidence, ne s'expriment plus de la même façon. Est-ce qu'ils se sont affaiblis? C'est difficile à mesurer. De toute façon, ils ne s'expriment plus de la même façon. Il n'y a pas besoin de longs discours pour cela. Mais surtout, et ça c'est nouveau, surtout, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure d'étudier les états émotionnels transcendants dans une perspective scientifique. Et ça, c'est nouveau. Ça c'est aussi sans précédent. C'est qu'il y a aujourd'hui des sujets qui, traditionnellement, étaient des sujets pour philosophes, pour théologiens, pour l'écriture sainte, pour poètes, pour le grand public, etc. Et puis soudain, les scientifiques s'en mêlent. C'est le thème d'un de mes livres que j'ai publié, je crois, en 1999, en anglais d'abord, mais je crois que c'est peut-être en 2000 en français, et qui s'appelait en anglais « Scientification of Love », la scientification de l'amour, l'amour scientifié en français. C'est-à-dire que maintenant, un sujet comme l'amour, il y a longtemps qu'on en parle de l'amour. Voilà que les scientifiques s'en mêlent. C'est une situation sans précédent. Et puis, il nous faut voir ça de façon nouvelle. Depuis 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé à propos de l'amour? On nous a toujours répété, l'amour c'est important. Il faut s'aimer les uns les autres, on l'a répété. Et puis les scientifiques se sont mêlés. Il y a eu ceux qui ont observé des comportements dans différentes espèces d'êtres vivants, qui ont introduit les concepts de période critique dans l'attachement mère-bébé. Ils ont parlé de bonding, d'attachment, etc. Puis ensuite, il y a ceux qui ont étudié les hormones, qui ont dit il y a des mélanges hormonaux, comme l'ocytocine plus la prolactine. Tout ça, c'est des cocktails d'hormones de l'amour. Et tout d'un coup, on voit que les scientifiques se sont intéressés, ont scientifié, comme je dis, l'amour. C'est complètement nouveau. Mais le résultat, quand on étudie un phénomène à partir de nouvelles perspectives, c'est qu'on pose de nouvelles questions. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la scientification de l'amour? C'est qu'on s'est demandé comment se développe la capacité d'aimer. On ne s'est jamais posé la question. On disait qu'il faut s'aimer les uns les autres. Bon, tout le monde le savait.
Ça se savait, hein, surtout dans le Proche-Orient. Ça s'est beaucoup dit dans le Proche-Orient. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Peut-être qu'il fallait autre chose que le savoir. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé soudain? Mais on a dit comment se développe la capacité d'aimer. Et alors, les disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide nous ont dit qu'il y a des périodes critiques apparemment. La période de la naissance, c'est une période critique. Ils ont changé notre façon de penser, voir les choses autrement. Eh bien, on en est dans la même situation pour la transcendance, pour l'accès à la transcendance. On sait maintenant que c'est apparemment universel dans l'espèce humaine, mais jusqu'à présent, on n'étudiait pas la transcendance, l'accès à la transcendance, les états émotionnels transcendants d'une façon scientifique. Par exemple, il y a des scientifiques qu'on peut qualifier de scientifiques qui depuis longtemps ont étudié les émotions. Il y a Aristote qui étudiait 7 états émotionnels de base. Il y a eu Darwin, l'expression des émotions chez les animaux et les êtres humains, etc. Ils ont étudié beaucoup d'états émotionnels, mais personne n'étudiait les états émotionnels transcendants. On n'en parlait pas, il ne fallait pas en parler. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Le livre que je crois que qui est publié en français maintenant, mais qui était publié à l'origine en anglais, intitulé « Les fonctions des orgasmes », avait pour sous-titre « Les autoroutes de la transcendance », c'est le titre que j'ai donné d'ailleurs à cette conférence. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, personne n'étudiait les états émotionnels transcendants comme on étudie d'autres états émotionnels. C'est acceptable d'étudier la colère, la tristesse, bien d'autres états émotionnels comme ça, la peur, etc. Allez sur l'Internet, tapez des mots-clés, vous êtes bombardé si vous parlez de une douzaine d'états émotionnels. Mais si vous, états émotionnels transcendants, là on n'en parle pas. Ou même des états émotionnels qui sont en relation avec la transcendance. Par exemple, la joie, l'enthousiasme. Dans enthousiasme, il y a TH, Dieu, divinité. Ça, on en parle, on ne l'étudie pas. Et voilà ce qui est nouveau soudain. Voilà ce qui est nouveau soudain, c'est que c'est comme pour l'amour. Soudain, on s'aperçoit qu'on est en mesure d'étudier les états émotionnels transcendants d'une perspective scientifique. Et on entrevoit les perspectives possibles. Parmi les perspectives possibles, eh bien, il y a ce qu'on sait sur les effets de cocktails hormonaux, comme par exemple mélange entre hormones de la famille de l'adrénaline, ce qu'on appelle les endorphines, la prolactine, etc. On connaît des mélanges hormonaux qui induisent des états extatiques, orgasmiques, orstatiques, extatiques. On n'ose pas beaucoup encore utiliser le mot orgasmique, mais ça commence. On s'aperçoit de cela, on s'aperçoit ce qui inhibe ces états émotionnels aussi, toutes ces pressions d'adrénaline. Tout d'un coup, on peut étudier cela. Et à ce moment-là, faire des liens nouveaux. On s'aperçoit que ces cocktails qui peuvent mener à l'extase, ils sont libérés dans tous les épisodes de la vie de reproduction. Tous ceux qu'on a tellement perturbés, modifiés depuis la révolution néolithique, en fait, ils sont censés nous mener à ces états émotionnels, transcendants. Et voilà ce qu'on est en train de comprendre. Et c'est ainsi que j'ai, dans mon vocabulaire, et j'en reviens des points de Anne, l'importance que je donne au vocabulaire, c'est que quand j'ai étudié avec un vocabulaire un peu nouveau les épisodes de la vie de reproduction, eh bien, je parle de réflexe d'éjection du fœtus, qui n'existe presque plus en médecine socialisée. En accouchement socialisé, maintenant, c'est plutôt une deuxième phase de l'accouchement avec mouvement volontaire de pousser, mais j'étudie le réflexe d'éjection du fœtus, j'étudie le réflexe d'éjection du lait, le réflexe d'éjection du sperme. C'est toujours les mêmes scénarios qui se reproduisent. On ne peut pas comprendre un épisode de la vie de reproduction si on l'isole. Il faut l'étudier tous ensemble, c'est toujours la même chose. C'est toujours une première phase passive, et puis ensuite une deuxième phase active, rapide, avec des changements d'état de conscience,
et associé à des phénomènes mécaniques, des réflexes d'éjection. Donc aujourd'hui, ce qui est nouveau, en quelque sorte, c'est qu'on est soudain en mesure d'étudier de façon scientifique les états émotionnels transcendants. Et peut-être que ce sera un peu comme pour l'amour, ça nous donnera ça nous induira de nouvelles façons de penser. Parce que finalement, ce qui est important aujourd'hui, et c'est pourquoi je suis content qu'on ait parlé dans le couloir du vocabulaire, tout à fait par hasard, parce que j'ai corrigé Anne à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je la corrigeais en disant « mais non, j'utilise pas ce mot-là ». Mais c'est l'importance aujourd'hui du vocabulaire. Et le vocabulaire qui traduit les façons de penser. En fait, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, finalement? C'est que nous sommes à une phase de l'histoire où des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide induisent de nouvelles façons de penser. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes obligés de façon de penser. Et prenons par exemple la façon dont on prend l'accouchement. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, je peux en parler puisque j'étais déjà externe en obstétrique en 1953. Donc je peux parler de l'histoire de l'accouchement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais on peut dire que l'obstétrique, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a été influencée, l'évolution de l'obstétrique a été influencée avant tout par des avancées techniques et technologiques qu'on assimilait. C'était technique, technologique, on l'assimilait. La révolution plastique, mettre des tubes plastiques partout, c'était nouveau. La révolution électronique, le monitoring électronique, les nouvelles techniques chirurgicales, les nouvelles techniques d'anesthésie, c'était des avancées techniques et technologiques. Mais le XXIe siècle, c'est autre chose. L'histoire aujourd'hui de l'accouchement, que je prends comme exemple, parce que tout ce qu'on dit, c'est général, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de l'accouchement est avant tout influencée par des avancées scientifiques, des disciplines scientifiques à évolution rapide, qui nous obligent de façon de penser. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Il ne s'agit plus d'assimiler des avancées techniques ou technologiques, il faut changer de façon de penser. C'est incroyablement difficile. Ça demande du temps, on ne sait pas si c'est possible, ça paraît souvent utopique. Par exemple, comme exemple de discipline scientifique émergente à évolution rapide, il y a l'épigénétique. L'épigénétique, les épigénéticiens étudient comment certains gènes, dans certaines situations qu'on appelle de la naissance, qui est très active à ce sujet-là, sont alloués une espèce d'étiquette, un marqueur épigénétique, qui dit aux gènes « ne t'exprime pas ». Soudain, on apprend comment certains gènes sont éduqués, ne peuvent pas s'exprimer. C'est ce que apprend l'épigénétique. Et puis ça se transmet l'épigénome à la génération suivante, etc. Donc, et puis il y a la révolution microbiome, c'est-à-dire depuis que les bactériologistes ne sont plus des scientifiques qui regardent dans des microscopes, mais qui sont des généticiens, on a une nouvelle vision des relations entre nos cellules et le monde microbien. Ce sont des nouvelles façons de penser. L'importance d'une façon de penser. Quand j'étais externe en obstétrique en 1953, pour les sages-femmes, les microbes, c'était les ennemis. Il fallait les détruire. Une femme, on la rasait, on la lavait, on lui faisait des lavements. Puis le bébé, on le mettait au sein après 3 jours, mais après avoir mis des solutions antiseptiques sur le mamelon, les microbes étaient des ennemis. Qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui? Alors que la plupart des femmes maintenant ne mettent plus au monde leur bébé là où elles vivent. De quoi on parle dans les milieux scientifiques? On parle de privation microbienne. Les bébés humains sont privés de microbes. Il faut changer de façon de penser pour parler de privation microbienne. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est capable de parler de privation microbienne. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est que pour tout le sujet, on a parlé d'état émotionnel transcendant, on aurait pu prendre n'importe quel sujet. J'aurais suivi le même plan, j'aurais fait à peu près la même chose. Je vais terminer, puisqu'on me connaît surtout à propos de l'accouchement, pour montrer comment aujourd'hui on peut être amené à changer de façon de penser et comment ça peut avoir des effets
pratique, dans la vie courante. Je vais évoquer comment on comprend la physiologie de l'accouchement. Comment on la comprend depuis que l'accouchement est socialisé, et plus encore maintenant avec l'écriture, avec les livres, les traités. Il y a sans doute dans la salle des sages-femmes, des médecins, je ne sais pas, qui ont étudié des traités avec physiologie de l'accouchement. Qu'est-ce qu'on dit dans la physiologie de l'accouchement dans les traités aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prend comme point de départ? L'important, c'est toujours le point de départ. Et bien, le point de départ, c'est pourquoi dans l'espèce humaine l'accouchement est-il difficile? Voilà, on parle de ça. Pourquoi l'accouchement est difficile? Et on arrive toujours à la même conclusion. On dit pour des raisons mécaniques, morphologiques, dans l'espèce humaine, l'accouchement est difficile. Et avec appui de dessin. Regardez les dimensions du petit bassin maternel, regardez les dimensions de la tête du bébé, de toutes les rotations, tout ça. Pour des raisons mécaniques, morphologiques, dans l'espèce humaine, l'accouchement est difficile. Point. Pas besoin d'en dire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand une femme est enceinte, on ne va pas changer sa morphologie, on ne va pas changer sa taille, on ne va pas changer la dimension de son bassin. Ce n'est pas un sujet qui intéresse, je dois dire, en général, les médecins. La physiologie de l'accouchement, ça peut paraître bizarre de dire cela. Mais il y a sans doute des médecins dans la salle, mais ils sont sans doute d'accord avec moi. Les gastro-entérologues s'intéressent à la physiologie de la digestion, mais les accoucheurs ne s'intéressent pas à la physiologie de l'accouchement, parce qu'on leur dit, bah oui, pour des raisons mécaniques, c'est difficile. Bah, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Mais tout change si on prend pour point de départ une autre question. Et là encore, un point de départ, un fait connu. Comment expliquer que, occasionnellement, certaines femmes qui n'ont rien de particulier sur le plan morphologique, elles sont comme tout le monde, si vous regardez, accouchent en 2 coups de cuillère à peau facilement et n'ont pas besoin d'assistance pharmacologique. Il y en a encore, même en 2020, il y en a encore. Même après 10 000 ans de socialisation d'accouchement, ça arrive encore, comme des anecdotes. Par exemple, des adolescentes qui ont caché leur grossesse, et puis un beau jour, c'est plus rare aujourd'hui, elles vont dans les toilettes, et puis elles accouchent, puis elles reviennent avec leur bébé. Donc, mais alors, si on prend ça comme point de départ, pourquoi l'accouchement dans l'espèce humaine peut être rapide et facile? Mais tout change. Et puis, à l'ère de la neurophysiologie actuelle, tout ça, là, on est dirigé vers d'autres solutions. On s'aperçoit qu'on a surestimé l'importance des facteurs mécaniques. On s'aperçoit que finalement, la physiologie de l'accouchement, c'est un chapitre de la physiologie cérébrale. Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? Comme on l'a dit avec Anne, à part la structure du placenta, c'est la structure du cerveau. Qu'est-ce qui est spécial chez l'être humain? C'est que dans certaines circonstances, cette partie du cerveau ultra développée, celle qu'on appelle le néocortex, celle qui nous permet de communiquer de façon sophistiquée, puisqu'on ne s'entend pas avec ceux qui sont au bout de la salle, j'ai un micro. C'est parce qu'on a développé nos néocortex d'une façon extrême qu'on peut inventer des moyens de faire des mathématiques, envoyer des humains sur la Lune. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui? Eh bien, on est en train de réaliser que dans certaines situations, l'activité du néocortex inhibe les fonctions physiologiques. Alors que jusqu'ici, on croyait que les néocortex étaient un outil au service de fonctions physiologiques. Au contraire, son activité peut inhiber certaines fonctions physiologiques, comme par exemple le sens de l'odorat, peut inhiber des comportements. Les sages-femmes ici connaissent les réflexes archaïques qui disparaîtront pour un développement du néocortex. Donc aujourd'hui, soudain, en partant d'une question nouvelle, pourquoi l'accouchement peut être facile dans l'espèce humaine? C'est tout. On en arrive à ce que nous apprend la neurophysiologie. L'accouchement est difficile dans l'être humain parce que quand le néocortex ne met pas au repos, la solution que la nature a trouvée pour un accouchement facile dans l'espèce humaine, c'est le repos du néocortex. Il faut cesser de penser. Quand on part de là, on s'aperçoit quels sont les besoins de base d'une femme qui accouche. D'abord, on peut interpréter ce que certaines savent encore. Il y en a encore qui savent que quand une femme accouche rapidement, facilement, sans besoin d'assistance pharmacologique ou autre, il y a un moment où elle donne l'impression qu'elle ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour. Elle est sur une autre planète, elle oublie ce qu'elle a lu, ce qu'elle a appris, elle oublie ses plans, puisque c'est la mode de faire des plans. Elle se comporte d'une façon qui habituellement ne serait pas acceptable de la part d'une femme civilisée. Par exemple, elle ose crier, elle ose jurer.
des comportements bizarres. Je connais une femme qui a mordu sa sage-femme en accouchant, une femme civilisée qui a mordu sa sage-femme, trouver des positions imprévues, souvent à quatre pattes, mamméliennes, primitives, etc. Une femme percevant des odeurs que les autres ne peuvent pas percevoir, ça c'est un très bon signe de réduction d'activité néocorticale. Eh bien, voilà la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. Mais voilà ce qu'il faut redécouvrir maintenant, et ce n'est pas complètement utopique si on prend pour point de départ une nouvelle question. Et si on prend en considération ce que peuvent nous apprendre la neurophysiologie moderne. Tout dépend au départ de la façon de penser, de la façon dont on pose des questions, c'est ça. Donc, alors voilà, d'une façon très rapide, l'angle que j'ai choisi pour faire pour illustrer cette phase de l'histoire humaine que nous sommes en train de vivre. Impossible de la comprendre si on ne prend pas comme référence la phase de l'histoire où nos ancêtres ont commencé à dominer la nature, la révolution néolithique. Tout a commencé à ce moment-là, et ça s'est amplifié, et puis on atteint les limites. Qu'est-ce que soit le sujet aujourd'hui? On a atteint les limites de la domination de la nature. Vous pouvez parler de n'importe quoi. Le climat, vous pouvez parler de n'importe quoi, la pollution, par le plastique. Parler de n'importe quoi, nous avons atteint les limites de la domination de la nature. Quand on a atteint les limites de la domination de la nature, quand on est au bord du précipice, là je suis au bord du précipice, hein, je ne peux pas aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Changer de direction. Et comment est-ce possible? Il y a une raison d'optimisme aujourd'hui, une seule, parce que ce n'est pas facile de changer de façon de penser. Il y a une raison d'optimisme, c'est d'oser prendre en considération ce que nous apprennent des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Elles peuvent nous aider, pour ce qui est difficile, de changer de façon de penser. Elles peuvent nous aider, et je voudrais terminer, puisqu'on a beaucoup parlé de vocabulaire, sur un mot qu'on utilise de plus en plus, ça peut nous aider à entrer dans un nouveau paradigme. Merci. Alors j'ai fait des calculs savants pour qu'il nous reste 16 minutes pour parler. Donc nous avons 16 minutes ensemble. Mais je vais avoir besoin d'Anne à côté de moi pour une raison que je vais quand même vous expliquer. C'est que mes oreilles sont âgées de 90 ans et que bien que j'ai mis à droite un appareil auditif, d'habitude je l'enlève puis j'ai oublié. D'habitude je l'enlève parce que quand j'ai mon appareil auditif, je n'arrive pas à contrôler le volume de la voix. Mais j'ai quand même bien parlé. Vous m'avez entendu, ça va, ça va. Donc, bon, ceci dit, pour cette raison, on va communiquer, mais je compte beaucoup sur Anne, parce que je ne peux pas voir vos lèvres. Et ça, c'est très gênant. Et puis le son, etc. Donc, merci d'avance, Anne. Alors, n'hésitez pas à parler. Nous avons encore 15 minutes maintenant. Il y avait 16, maintenant il n'y en a plus que 15. Alors, le temps est précieux. Qui s'intéresse à l'avenir d'Homo? Alors, il marche, ouais. Oh bah, moi, ça va, moi je suis... mon appareil est à droite. Merci. Je pense que là, on m'entend. Voilà. Parlez fort au cas où j'attendrai directement, si jamais. Je salue votre courage et aussi la possibilité que vous avez de regarder les choses à distance. Je m'interroge sur le lien que vous faites entre l'orgasme et la transcendance, parce que ce n'est pas évident si on ne vous a pas lu. Je ne vous ai pas lu. Mais je comprends à la fin qu'il s'agit vraiment de ces états modifiés de conscience qui nous donnent accès à autre chose. Vous me direz précisément, en termes de vocabulaire, si c'est cohérent. Mais surtout, je ne comprends pas votre optimisme à confier ou à considérer que ces sciences, ces nouvelles sciences, vont nous permettre de changer de direction. Pourquoi ? J'ai accouché avant les années 2000, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'à partir du moment où je rentrais dans une salle d'accouchement, je n'avais plus de tête,
Et à la limite, je n'étais plus maître de mon corps parce qu'on m'a obligée à m'allonger. J'ai compris seulement lors de mon deuxième accouchement l'erreur du premier accouchement qui ne s'est pas très bien passé parce que tout a été arrêté du fait de cette position horizontale. Alors ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a énormément de données qui sont fournies par les sciences, et moi-même j'ai une formation scientifique, mais je pense que je vous demande en fait, est-ce que ce n'est pas la possibilité d'observer, et ça c'est proprement humain, les sciences ne vont jamais nous donner à faire des méta-analyses. Il faut que ce soit le cerveau humain qui compare, qui compile, qui coordonne toutes ces données. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ? Oui, alors moi je ne suis jamais d'accord ou pas d'accord. J'analyse des situations, puis après je pose des questions. Donc, ce que j'ai eu l'occasion de dire à la fin, tout ce que vous dites c'est extrêmement important, vous posez les questions de base, les questions qu'il faut poser aujourd'hui. Tout ce que j'ai voulu dire à la fin, c'est qu'il y a des raisons d'optimisme. Et j'ai donné des façons, j'ai illustré ces raisons d'optimisme. Par exemple, a priori, il y a une incompréhension culturelle très profonde de la physiologie de l'accouchement. Ça fait des millénaires de socialisation, de perturbation, etc. Sur quoi peut-on compter aujourd'hui ? Quelles sont les raisons d'optimisme ? Bien sûr, il y a tous les livres décrits par des femmes qui ont accouché de différentes façons, etc. Mais une raison d'optimisme aujourd'hui, c'est de prendre en considération ce que nous apprend la neurophysiologie, en prenant pour point de départ une nouvelle question. Pourquoi l'accouchement peut être facile dans l'espèce humaine ? Rien que ça, rien qu'oser partir de là, mais c'est pas facile. Hein. Pourquoi il peut être facile ? C'est ça qu'il faudrait prendre comme point de départ. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a des raisons d'optimisme. Et à partir de là, quand on a bien posé les questions, comment peut-on apprendre quelque chose de nouveau ? Changer complètement de façon de penser. Alors, il y a aussi des raisons de pessimisme, mais je vais pas parler de ça parce que c'est trop évident. Les raisons de pessimisme sont évidentes. On voit pas facilement aujourd'hui comment on pourra tout remettre en cause, vous voyez, d'une façon générale. Et comment, par exemple, vous disiez, moi, j'ai pas perçu pendant je ne sais plus quel événement que c'était un accès à la transcendance. Après des millénaires de conditionnement, on ne le perçoit plus. C'est culpabilisé. Tous les réflexes d'éjection, que ce soit fœtus, que ce soit sperme, que ce soit lait, dans une certaine mesure, sont culpabilisés. Je vais donner un exemple. Je vais un petit peu illustrer vos propos qui sont énormes, et c'est des questions essentielles aujourd'hui. Je propose un exemple de la difficulté à changer de façon de penser, parce que c'est ça la question. Il faut changer de façon de penser. Et à propos de l'allaitement, et à propos du concept de culpabilité lié à tous les états orgasmiques et extatiques qui sont culturels. C'est-à-dire relativement récents, 10 000 ans, choses comme ça, mais ils sont culturels. C'est une anecdote. C'est une sage-femme de Rio de Janeiro qui animait un groupe de sages-femmes et infirmières. Et leur sujet, c'était les états subjectifs dont ils ont fait l'expérience en allaitant leur bébé. Voilà. C'était des sages-femmes, des infirmières, mères, et qui parlaient ensemble. C'était le sujet. Il y avait la modératrice, que je connais bien, et le sujet, c'était qu'est-ce qu'elles ont ressenti pendant le bébé était au sein. Alors, on a entendu beaucoup de choses, comme c'est quelque chose qui se répète fréquent, il n'y en avait pas. Bon, mais il y a eu des mots comme extatique, il y a eu des mots comme ça, etc. Et puis, il y a une femme qui a dit, pour moi, une fois, c'était de l'ordre de l'orgasme, etc. Et à ce moment-là, une des participantes est sortie de la salle. Elle ne pouvait pas entendre ça. Elle est sortie. Et à la fin de la séance, elle est revenue pour parler avec la modératrice et pour lui dire pourquoi elle était sortie. Parce que c'est la cause de son histoire. Elle a raconté, je suis sortie, quand cette femme a dit que ce qu'elle avait ressenti quand son bébé était au sein, pendant le réflexe d'éjection du lait,
c'était de la nature de l'orgasme, c'était comme un orgasme, etc. Et bien moi, je suis sorti parce que j'ai eu mon fils il y a 20 ans. Et quand il avait 1 mois, il m'est arrivé, quand il était au sein, de me retrouver dans un état que je qualifiais orgasmique. Je me suis senti coupable. Et j'ai arrêté d'allaiter mon fils à ce moment-là, parce que je me sentais coupable. Eh bien, c'est une bonne façon, cette histoire, vous voyez. Et elle a dit à la modératrice, c'est la première fois depuis 20 ans que je parle de ça avec quelqu'un d'autre. Elle avait gardé ça pour elle. C'est une bonne façon de montrer à quel point les conditionnements culturels peuvent influencer les processus physiologiques, les états subjectifs associés à des processus physiologiques. Et en fait, tout ce que vous avez dit, mais ce qui est important, c'est à quel point aujourd'hui on est dans une situation difficile. Comment remettre en cause des millénaires de conditionnement culturel? Comment commencer? Comment commencer? Est-ce possible? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr qu'on puisse. Mais comment commencer? Comment se reconditionner? Il semble que si on veut se poser la question de cette façon-là, il semble qu'une façon de commencer, dans une grande mesure, c'est donner de l'importance au vocabulaire qu'on utilise. Et ça me paraît intéressant que pendant les quelques minutes que j'ai passées avec Anne, j'ai rien fait d'autre que de corriger son vocabulaire. Elle parle comme on parle aujourd'hui, c'est normalement. Mais aujourd'hui, l'important, c'est, puisqu'il s'agit non pas de s'adapter à des avancées techniques et technologiques, mais changer de façon de penser. Mais c'est extraordinaire. Oui. Les microbes étaient des ennemis. Aujourd'hui, on parle de privation microbienne. C'est une façon de penser absolument nouvelle. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Par exemple, pour beaucoup aujourd'hui, il faut éviter les stress. Le stress, c'est l'ennemi. Voilà, c'est stressant. Qu'est-ce qu'étudient maintenant soudain des neurophysiologistes? Eh bien, ils étudient les effets possibles de privation en stress. On a besoin de stress. Les hormones de stress ont beaucoup de rôle à jouer. Par exemple, j'ai parlé du sens de l'odorat, qui est plus fort chez la mère qui accouche. Eh bien, des substances hormonales comme certaines catécholamines stimulent le sens de l'odorat. Le nouveau-né perçoit les odeurs si il a libéré de la noradrénaline, hormone de stress. Aujourd'hui, on a besoin d'hormones de stress dans cette situation. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui étudient les privations en stress. Pourquoi est-ce important d'étudier les privations en stress? Parce qu'il y a des situations nouvelles. Par exemple, le cas des bébés nés par césarienne sans travail. La femme n'est pas entrée en travail, elle n'a pas libéré d'hormones de stress. Le bébé ne s'est pas protégé par les hormones de stress, il naît comme ça. C'est une situation quasi expérimentale pour étudier la privation en stress. Mais rien que décider d'étudier la privation en stress, c'est remettre en cause nos conditionnements culturels. C'est changer de façon de penser. Les stress étaient des ennemis. Comment étudier la privation en stress? Les microbes étaient des ennemis. Comment réaliser qu'aujourd'hui, une des grandes questions, c'est que la plupart des bébés ne naissent plus au milieu d'un grand nombre de microbes familiers, donc amicaux. Enfin, j'en viens à ma conversation avec Anne. On s'est parlé 5 minutes, mais on a évoqué tellement de questions. Des microbes familiers, mais amicaux. Familles amicaux dans l'espèce humaine, pas chez les petits veaux. Et là encore, il faut avoir des attitudes scientifiques. Il faut être interdisciplinaire pour poser la question. Anne vous dira que quand le petit veau est né, il n'a pas reçu d'anticorps de sa mère avant de naître, parce qu'à cause de la structure du placenta. Pour lui, c'est vital. L'accès au colostrum, c'est vital. Il ne survivra pas. Ça. L'espèce humaine, c'est pas pareil. Les questions ne sont pas les mêmes. Le bébé est né avec les mêmes IgG, les mêmes anticorps que sa mère. En gros, je simplifie. Les questions sont différentes. C'est pas vital, le colostrum précoce dans l'espèce humaine. Il est bénéfique. Il n'est pas vital. La preuve, depuis des millénaires, on a privé les nouveaux-nés humains de colostrum avec des croyances et des rituels. On a la preuve qu'on n'est pas des petits comme les petits veaux. On a la preuve.
Voilà. Alors, quelle question faut poser chez les êtres humains? On analyse une situation, il faut poser une question nouvelle. La question nouvelle, c'est, se repose sur un fait. Analyser la situation, c'est dire, il y a 100 ans, tous les bébés naissaient au milieu d'une grande diversité de microbes familiers, donc amicaux. C'était comme ça, il y a 100 ans, hein, en gros. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils naissent dans un environnement bactériologique pauvre et qui manque de diversité. Leur système immunitaire n'est plus développé de la même façon. À partir de là, que de questions à poser, que de questions sur le développement du système immunitaire, sur la santé, comment elle se construit, etc. Alors, je ne veux pas en dire plus, parce qu'il est 29h30, et puis que Anne sait que bientôt, que certains d'entre vous ont déjà faim. Hein. Encore une question, il y a une jeune dame qui a une question. Ah oui. Oui, une question, c'est possible. Avec une question, ça peut toujours durer 30 secondes ou 3 heures, ça dépend. Mais j'espère que c'est une question qui permet de conclure. J'espère. C'est marrant, je voulais rejoindre le témoignage, la question de la première personne qui est intervenue. Une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la position dans laquelle la femme accouche? Parce qu'elle est allongée et ça la coupe de sa propre nature. Et cette position allongée, elle est plus bénéfique pour le personnel soignant qu'elle, au final. Si on laisse la femme faire, vous le disiez vous-même, elle serait à 4 pattes. Donc est-ce que c'est pas... On a tellement socialisé qu'on a coupé la femme de sa propre nature et on l'a coupée de... je pense qu'une femme, naturellement, elle sait comment accoucher, mais on a tellement cadré, socialisé que voilà, ça rend l'accouchement difficile. Donc ma question, c'est est-ce que déjà la position de base n'est pas un problème, en fait? Oui, en fait, ce que vous dites, c'est une très bonne façon de conclure. Ça va, super, merci. Est-ce qu'on n'a pas socialisé à tel point que, en quelque sorte, parce que c'est exactement ça. Il est certain que je reviens un petit peu à ce que j'ai dit et que ça permet de faire écho à ce que vous avez dit. Il est certain que quand une femme a mis au repos son néocortex, le cerveau qui pense, qu'elle est avec elle-même, que ce n'est pas trop socialisé, ce qui est difficile. C'est difficile. Ça peut encore exister, des femmes qui s'enferment dans les toilettes, qui ferment, etc. Ça peut encore exister. C'est ça le tout. S'il n'y a pas de contrôle néocortical, il ne viendra pas l'idée, sans doute, à la femme de se mettre sur le dos et puis de se mettre des pieds sur les étriers. Ça ne lui viendra pas l'idée. Elle trouvera des positions complètement imprévisibles, bizarres, souvent des positions de mammifères. Voilà. Donc, votre question, elle est parfaite. Parce que finalement, ça nous ramène à ce qu'on doit comprendre en priorité, c'est que ce qui rend l'accouchement possible dans l'espèce humaine, c'est une réduction du contrôle néocortical. Pour mettre au monde un bébé, il faut arrêter de penser. Voilà, en gros. Eh bien, votre question, elle est idéale pour conclure. Merci, bon appétit.